Bonjour, ici Jan Steele alias La Gousse. En direct depuis le Parc national des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôtes 100% sans gluten dans le Parc national des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie et maman de 2 enfants qui eux aussi mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure sans gluten. Allons-y! Nous voici à Antibes, à Miski, avec Cecilia Arias, propriétaire et gérante de Miski, une boulangerie-pâtisserie 100% sans gluten. Bonjour Cecilia. Bonjour Jeanne, bienvenue à ma boutique. Merci beaucoup et merci de l'accueil. Donc j'étais passée début juillet, comme ça, dans un coup de vent. Je vous avais découvert sur Google en cherchant vite fait sans gluten à Antibes. Et puis j'étais ravie de découvrir qu'il y avait une grande offre de produits de qualité, tout bien étiqueté, sans produits laitiers, sans œufs, sans gluten, sans ci, sans ça. Raconte-moi ton parcours, dis-moi qu'est-ce qui t'amène dans ce monde sans gluten. Bon, mon parcours, il est un peu, je ne sais pas si typique ou atypique pour les sans gluten. Moi, je suis chercheur. J'ai travaillé 20 ans dans la recherche. En biologie scientifique, okay. En biologie et en chimie. Donc, j'étais maître de conférence à Lille dans le métabolisme de l'amidon. D'accord. Le métabolisme de l'amidon. Voilà. Ah ouais. Et bon, pour des raisons de la vie personnelle et aussi professionnelle, j'ai cherché à déménager et à avoir un défi d'utilité publique, si on veut dire. Moi, en venant de la recherche, j'aime les défis qui ont un certain intérêt. Mm-hmm. Et j'ai découvert qu'il y en avait un vrai manque de produits sans gluten. Oui, en France surtout. En France. Oui, parce que là, tu venais de où? Moi, je viens de l'Argentine. J'ai travaillé très longtemps en France. Je travaillais un petit moment au Canada. Mais bon, ma famille, ma compagne est française. D'accord. Et donc, j'ai travaillé à Lille. Mais j'ai travaillé entre Antibes et Lille pendant très longtemps. D'accord. Et voilà, un jour, j'ai décidé de faire une formation de management et aussi une formation en pâtisserie, une CAP pâtissière. En sachant que j'avais déjà une formation en cuisine en Argentine, j'ai toujours aimé ça. Oui. La chimie et la pâtisserie sont très proches. Mm. Donc, j'avais déjà fait... Ça a été toujours mon alter ego. Mm. Et j'ai décidé que c'était une vraie demande et c'était un vrai défi. Oui. Et j'aime les défis. Donc, des bons pâtissiers, il y en a en France, on n'a pas besoin de moi, mais par contre, des bons sans gluten, ici dans la région, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est quelque chose que c'est difficile à faire. Mm. En particulier la boulangerie, que c'est, je dirais, ma spécialité. On peut faire des bonnes pâtisseries sans gluten avec de la connaissance en pâtisserie, mais de faire de la bonne boulangerie sans gluten, c'est plus complexe. Mm. Et je pense que mon parcours aide à ça. Oui. J'ai une connaissance chimique du problème. Oui, de comprendre la fermentation, de comprendre la pousse, de comprendre... De comprendre la composition. Parce que le problème, c'est comment remplacer le gluten, que c'est irremplaçable. Le gluten, ce n'est pas remplaçable. Voilà, de comprendre les propriétés du gluten et quelle farine peut nous amener à remplacer quelle propriété, etc. Parce que c'est toujours les mélanges, on est d'accord? C'est toujours des mélanges. On ne peut pas vraiment panifier. On ne peut pas panifier des pains convenables si on ne fait pas de mélange de farine sans gluten. Oui. Ou bien c'est mangeable à court terme, mais en tout cas, ça se garde mal. Et voilà. Ça se garde mal. Autre chose que c'est très important et que je pense que dans l'industriel, on n'a pas, est l'équilibre. Parce que moi, j'essaye que dans mes produits, il y en a toujours un équilibre alimentaire qui fasse que ce ne soit pas que pur amidon, que pur sucre, parce que sinon, c'est très, très déséquilibré. Il y en a un vrai pic glycémique. Donc, si bien mes produits ne sont pas pour des gens diabétiques, mais je travaille sur des mélanges de farine qui apportent des protéines, qui apportent des fibres, qui apportent des autres éléments que
seulement l'amidon. Oui, et puis c'est très intéressant parce que ça manque encore de nos jours. Moi, ça m'avait frappé quand je faisais l'école de cuisine à quel point on laissait de côté tout cet aspect nutrition. On nous montrait les techniques culinaires, on nous montrait comment mettre en assiette de manière très jolie, mais tout ça c'est bien bon, mais si c'est poison ce que l'on sert, à quoi bon quoi. Ouais. Et je ne sais pas à quel moment ça s'est séparé, mais on dirait que les métiers de la restauration se sont éloignés des métiers de la santé et pourtant ça devrait être quand même très relié. Oui. Je pense que maintenant les grands chefs actuellement, surtout dans la cuisine, ils ont une approche plus végétale, ils sont tous en train de chercher un équilibre avec ça. Mais on parle des meilleurs ouvriers de France, on parle des chefs, on ne parle pas encore des moyennes gammes, Ouais. de la nourriture accessible à tout le monde. Bien sûr. Donc, si bien on voit que les grands chefs ils font de plus en plus des assiettes végétales et qu'ils utilisent l'animal comme condiment, par exemple, il y a toute une mouvance. Mais pour l'instant, ça, ce n'est pas accessible à, je dirais, tous les gens qui se forment en cuisine. Bien sûr. Non, et puis c'est pas parce qu'on peut aussi avoir des produits à base de produits végétaux qui sont encore pas bons pour la santé, si c'est des huiles végétales ou si c'est trop de sucre, enfin voilà. Et puis c'est vrai qu'il est compliqué de se retrouver là-dedans parce qu'il faut presque une formation supplémentaire parce qu'il se trouve tout et n'importe quoi, tout et son contraire sur Internet, donc on peut s'y intéresser tout en tombant dans des pièges Enfin, chacun doit déterminer un peu quelle est sa définition d'un aliment sain, quelle est, parce que il y a évidemment grand débat, est-ce qu'il faut que ce soit 100% vegan, est-ce que les produits animaliers sont poison, bon, voilà, sans entrer dans tous ces débats-là, je pense que c'est compliqué pour les gens en restauration qui veulent bien faire aussi, mais qui n'ont pas forcément une formation qui leur permette ni le temps de s'y pencher, quoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, de au moins tâcher d'avoir des produits qui, comme tu dis, ne déclenchent pas des pics de sucre sanguin. C'est déjà, tout le monde est d'accord que le sucre, enfin, c'est poison et que c'est vraiment les effets néfastes du sucre peuvent être dramatiques et c'est un peu le problème moderne de l'humain moderne, c'est vraiment... Oui, je pense que c'est aussi de l'industrialisation. Moi, depuis le point de vue de quelqu'un qui fait du sans gluten, c'est vrai que c'est complexe, qu'on ne peut pas tout résoudre, parce qu'il faut aussi composer, quand on a une boutique, il faut composer avec aussi des produits qui sont vendables. Voilà, les goûts, l'aspect, les moelleux. Donc, il y en a un certain nombre de choses qu'on est incontournables. Soit on accepte manger des choses qui sont approximatives, mais quand on l'achète, on tient à qu'il soit des produits qui sont bien aboutis. Bien sûr. Et ça, c'est le plus compliqué, je pense, en sans gluten. Mais bon. Bien sûr. Là, maintenant, j'ai ouvert depuis 4 ans. D'accord. Et jusqu'avant le Covid, donc c'était une période complexe pour tout le monde. Mais maintenant, il y en a beaucoup plus de produits disponibles de qualité qui nous permet de trouver des solutions qu'on n'avait pas quand j'ai ouvert. Donc, au fur et à mesure, les fournisseurs, parce que d'ingrédients à l'échelle, parce que ce n'est pas le même produit qu'on trouve pour chez soi que les produits qu'on trouve pour une boutique. Donc il faut qu'on puisse le faire à échelle et qu'on trouve aussi des produits qu'on puisse vendre, parce que c'est, par exemple, beaucoup de mes clients ils me disent pourquoi je n'utilise pas le tofu soyeux, parce que le tofu soyeux, déjà je ne peux pas l'acheter à échelle, et il faut l'acheter en petite quantité, et donc ça ajoute une couche de difficulté. Et nos produits sont déjà chers parce qu'ils sont sans gluten et parce que toutes les farines, au moins chez moi, pour plein de raisons, ils sont organiques, sont bio. Ici en France, c'est
les produits qu'on peut trouver comme en farine, je veux dire, et en graines, sans gluten, labellisés sans gluten, labellisés sans gluten, que la fiche technique détaille les allergènes et les traces, et on n'a pas de gluten, sont bio. Ouais. Donc, en Italie, par contre, c'est le contraire. En Italie, on peut trouver beaucoup de produits sans gluten, mais pas bio. En France, on est obligé de composer avec les sans gluten et bio, que ça ajoute aussi une couche de complexité et de coûts. Donc, on peut pas, on navigue avec des produits qu'ils font que les gens ils puissent acheter. Bien sûr. Et donc, et que aussi, on puisse travailler et qu'ils soient de qualité. Donc, oui, puis que vous puissiez fonctionner à l'échelle aussi, parce que c'est bien, ce sont sans doute des produits avec un tofu soyeux qu'on peut faire à petite échelle, comme tu dis, parce qu'on peut acheter un pot, mais c'est pas du tout l'échelle à laquelle tu souhaites fonctionner. Quand tu es en boutique, tu veux pas faire une recette qui va te donner 4 muffins, voilà. C'est possible. Ouais. Et ça, je pense que ça, c'est un des problèmes à lesquels ils sont confrontés les gens qui sont de petites boutiques sans gluten, et que c'est pour ça que souvent les gens ils finissent pour fermer. Ouais, la taille moyenne, quoi. C'est ça. Parce que quand on est une petite boutique, c'est pas rentable, mais pour augmenter en échelle, il faut travailler sur un autre axe. Ouais. Que c'est important qu'il soit économiquement soutenable, parce que sinon vous fonctionnez pas et vos clients ils n'ont plus pas. Donc d'un coup il faut. Et puis on fait tous face à ça. Nous les prestataires dans le monde sans gluten, on a une clientèle qui nous est fidèle. On a une clientèle qui est peut-être même partagée entre vous et nous et tous quoi. Et en même temps, on a aussi une clientèle qui a peut-être moins besoin de nos services, mais qui s'y intéresse de plus en plus. Et donc ça, c'est super, tant mieux. Moi, je suis pour que les gens tentent les produits sans gluten, ne serait-ce que pour varier leur alimentation, mais qu'ils découvrent aussi et qu'on arrive à combattre un petit peu ce stigma qui existe en France depuis très longtemps et depuis même trop longtemps, comme quoi le sans gluten c'est pas bon, parce que c'est pas vrai. Enfin, c'est sûr que si on passe de la baguette de la boulangerie du coin, ensuite on est diagnostiqué et maintenant on se replie sur une baguette industrielle que l'on achète et qui est sur un rayon d'étagère de grands supermarchés depuis 6 mois, évidemment c'est pas bon. C'est pas comparé de manière équitable ou juste le produit, parce que la même baguette industrielle peut se trouver dans un supermarché sur un rayon qui ne sera pas bonne non plus. Donc il faut comparer le même cas de figure. Bien sûr. Donc une vraie baguette venant d'une pâtisserie ou une boulangerie comme la tienne à une baguette, je pense que la différence est très petite. Et de varier les plaisirs comme ça, même pour une personne qui n'est pas céréale, je pense que c'est une bonne idée. Si vous êtes nouvellement diagnostiqué et que vous souhaitiez approfondir tous ces concepts avec moi, sachez qu'un séjour intitulé « Sans gluten intelligemment » est programmé tous les mois de l'année scolaire à la Gousse. Grandement accessible de par les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée. Un long week-end dans les Cévennes pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Tous les détails sont disponibles sur le site web de la Gousse. Je pense que vraiment, moi que je suis scientifique, biologiste, je pense que le sans gluten, on est dans un tournant dans lequel on a déjà démontré le rapport de la FAO, que c'est l'impact de l'alimentation humaine qui est le plus grand élément de diminution de la biodiversité. Donc, moi, je crois, et c'est dans ce sens que je travaille, que le sans gluten peut aider à
à la protection. À corriger ce problème. À la protection de la biodiversité. Parce que déjà, disons qu'il y en a 9 cultures dans le monde qui sont les plus grandes quantités de volume de cultures pour l'alimentation humaine. Mais la surface entre celles-là, il y en a de riz, de maïs, de blé. Mais la surface cultivée la plus grande en Europe et dans le monde, c'est du blé. Ouais. Et le blé, on ne va pas plus pouvoir le cultiver parce qu'en fait, l'augmentation de la température fait que le blé, qui est une culture de tempérée, on va pouvoir le cultiver de moins en moins. Et ça, c'est sans parler même de l'effet des pesticides. En Amérique du Nord, en tout cas, je sais que le glyphosate et tout ça qui est utilisé pour les blés est très, très, très néfaste pour d'autres raisons aussi. Oui, mais donc sans même parler de pesticides... Si on parle que de la température et que des cultures, on pourrait considérer que trouver une solution, développer la filière sans gluten, développer la connaissance que je pense qui manque, que c'est la connaissance technique qui manque dans le sans gluten, parce qu'en fait, chacun il fait un peu empiriquement, c'est vraiment de l'empirisme. On n'a pas un vrai cœur de métier comme il y en a pour les blés. Donc, si on pouvait développer ça, ça nous permettrait de diversifier les sources alimentaires. Tu sais qu'il y en a 4000 plantes qui sont utiles pour la nutrition humaine et qu'actuellement, on mange moins d'une centaine dans le monde. Ouais, c'est fou ça. On produit moins d'une centaine. Donc, si on commence à utiliser des autres plantes pour pouvoir développer la boulangerie sans gluten, parce que tous les pays, en Afrique, on mange du blé. En Afrique, on ne produit pas de blé. Donc, dans tous les pays qui ne produisent pas de blé, on mange du pain. Mais par contre, on produit plein d'autres choses. Donc, si on développe vraiment la connaissance pour la boulangerie et la pâtisserie sans gluten, ça nous aiderait à la protection de la biodiversité, sans parler bien sûr des malades. Donc on a déjà un problème qui sont les gens malades. Mais en se disant, bon, on a des gens malades qui, on résout déjà le problème. Voilà, c'est ça. Ça, la boulangerie et la pâtisserie sans gluten sont un élément clé dans maintenant la plus grosse lutte qui chapeaute un peu le tout. Que c'est vraiment la protection de l'environnement. Donc moi, je suis convaincue que si on arrive à développer des produits de qualité, disons, en échelle, parce que ça c'est très important. C'est très joli faire des petits produits chez soi, dans un petit four, mais ça ne nous aide pas au problème des sans gluten et ça ne nous aide pas à aucun problème alimentaire dans le monde. Il faut travailler en échelle. Donc, si on peut utiliser toutes les graines des différentes plantes qu'on a dans différents pays. Moi, je fais des tests sur toutes les plantes qui se cultivent en Afrique. Je suis en train d'ajuster des pains sur plein de différentes espèces. Je suis convaincue que ça, c'est vraiment un axe qui pourrait aider déjà à diversifier l'alimentation humaine, mais il faut que ce soit quelque chose qui tienne la route. Oui, et puis il faut que les gens soient ouverts à cette idée et soient convaincus des bénéfices de la diversification alimentaire déjà d'emblée. Bien sûr. Et je pense qu'on est à contre-courant avec ça parce que l'agro-industrie semble vouloir nous convaincre de l'inverse, que l'alimentation ne doive occuper aucun temps dans sa journée, il faut juste ouvrir un petit bout de plastique et mettre au micro-ondes et paf, un repas. Mais c'est pour ça qu'il faut développer la filière, parce que si on développe les restaurateurs, on développe les boulangers, on développe les pâtissiers, mais pour ça, et de revenir au concept de slow food. De slow food, ça va être complexe, mais les gens, si au moins on peut leur proposer de leur dire, bon, vous ne voulez pas cuisiner vous, mais on peut cuisiner pour vous. Oui. Ça fait qu'en fait, on peut soutenir toute une filière d'alimentation saine, équilibrée, et on oblige, disons, les gens ils sont réfractaires à se dire, moi je ne veux pas revenir au Moyen-Âge, que ça je comprends. Donc il faut trouver des solutions. Un juste milieu. C'est ça, des solutions mais il faut maintenir quand même l'artisanat, mais il faut un cœur de métier qu'il faut développer. Ça je suis convaincue. Je pense que pour convaincre les gens qu'il faut se diversifier, il faut leur proposer des produits de qualité. Bah, bien sûr. Ah non, mais c'est sûr. Parce que sinon, c'est une lutte qu'elle est perdue d'avance. Les gens, ils mangent que ça qu'ils savent manger. Disons qu'à un moment, il faut les sapater
quelque part. Mais c'est pour ça que je trouve ça étonnant que des mix, que des produits pas bons, quoi, qui sont vraiment mauvais. Et les gens s'y reposent. Enfin... Oui, mais parce qu'en fait, finalement, ils s'arrêtent. Moi, mes clients, pratiquement tous mes clients, ils viennent et me disent, moi, ça fait 10 ans que je ne mange pas de viande. D'accord. Donc, en fait, ils ne se reposent pas, parce qu'en fait, ils ne les mangent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, en fait, ils ne mangent plus. Ils se privent de manger. Donc, ils viennent ici, me disent, maintenant, j'ai des clients qui viennent toutes les semaines acheter du pain, parce qu'ils me disent, ah, mais maintenant, je sais prendre ma tartine, la partie déjeuner. Voilà, enfin, j'ai trouvé un pain de qualité qui me fasse plaisir le matin. Mais sinon, ils se privent, ils mangent autre chose, ils mangent autre chose. Oui, et puis c'est vrai que moi, j'étais diagnostiquée enfant à une époque qui n'avait rien de produits de substituts, tout ça. Donc, moi, j'ai grandi sans jamais trop de manger de pain parce qu'il n'y en avait pas de pain. Et puis ma mère, elle essayait d'en faire à la maison, c'était jamais bon, c'était toujours très friable, ou bien c'était dense au point où ça tenait la porte, et bof quoi. Donc moi, j'ai juste grandi, et puis déjà, je suis pas française, donc j'ai pas autant d'amour, ou autant de... Enfin, c'est pas un élément aussi culturel que pour les Français. Mais c'est vrai que je suis très étonnée de voir à quel point on dépend un peu. Et puis, il y a l'histoire des remboursements qui ne se font que pour les produits étiquetés comme ça aussi. Et ça, c'est compliqué. Moi, finalement, je ne sais pas comment. J'ai des clients qui m'ont dit qu'eux, ils s'envoient la facture d'ici et ils se font rembourser. Super. Voilà. Donc, j'ai des clients qui se font rembourser. Alors, auditeurs, creusez cette histoire. Si vous pouvez vous faire rembourser des prestations comme les produits achetés dans une boulangerie, pâtisserie 100% sans gluten, faites. Il nous faut créer des précédents. Oui. Parce que j'ai des clients qui me demandent la facture dans laquelle c'est détaillé que c'est des produits sans gluten. D'accord, très bien. Et donc, si dans la facture, c'est marqué que c'est une boulangerie sans gluten, ils se font rembourser, Trop bien, super. Ouais. Génial. Ça me donne un grand espoir, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que je sais que, voilà, ça m'a toujours un peu frustré, ce fonctionnement de remboursement. S'il fallait d'emblée acheter un produit qu'autrement, je n'allais pas acheter, c'est parce que c'est pas un produit de qualité. Donc, à quoi bon se faire rembourser d'un truc que autrement moi ma carotte elle est sans gluten d'emblée, donc j'aimerais bien me faire rembourser une partie de ma carotte, quoi. Et j'ai pas besoin qu'elle soit étiquetée sans gluten, elle est sans gluten évidemment. Mais bon, moi simplement, ça c'est quelque chose qui m'a surpris, mais que je fais depuis quelques temps, parce que je sais qu'il y a une cliente, j'ai un ou deux clientes qui viennent et qu'en fait avant il a fallu que je change mes factures et tout pour que ce soit bien identifié sans gluten. Super, c'est bon à savoir. Et puis pour les autres prestataires, peut-être à creuser, est-ce qu'il faut tous que l'on marque peut-être il faudrait en grand détail les étiquettes Si, parce que je ne crois pas que ça, parce que c'est de la boulangerie. Oui, puis c'est les denrées alimentaires comme... Sans gluten, voilà. Et donc, je sais que j'ai ajusté ça parce qu'elle m'avait dit. Donc, au départ, elle envoyait ma carte avec une facture qui disait pas sans gluten. Et elle se faisait rembourser quand même. Bon. Donc, disons que a priori, ça marche. En tout cas, conceptuellement, on voit bien la logique. Donc, au moins, ça marche ici. Je pense que ça doit dépendre malheureusement des régions et de la personne qui reçoit le dossier. Mais je sais qu'ici, les gens se font rembourser. C'est déjà une petite porte d'ouverture, c'est bien. Et du coup, la clientèle que tu as ici, c'est surtout des cœliaques, c'est surtout des gens sensibles, ou c'est un peu tout le monde? Disons que chez la majeure partie de mes clients standards, sont permanentes, sont des gens qui sont ou bien cœliaques ou bien sensibles au gluten. D'accord. Après, j'ai une partie de mes clients qui sont peut-être une approche santé quelque part, parce qu'ils sont des produits bio, mais moi je ne dirais pas qu'ils sont la majorité. Vraiment, la majeure partie de mes clients, ils ont un problème. Ou bien aussi, j'ai des clients qui sont des problèmes de ces maladies auto-immunes ou des personnes autistes pour ces enfants. Mais la majeure partie de mes clients, ils ont des problèmes de santé. D'accord. Mais c'est bien à savoir. Mais une chose qui arrive, que c'est agréable, c'est que finalement, quand ils arrivent pour les enfants, ses frères et sœurs, ils veulent manger aussi. Et donc,
moi, je suis contente que dans les familles, finalement, tout le monde mange les gâteaux qu'ils achètent ici. Et ça fait pas de différence qu'il y a une seule personne qui mange et les autres ils mangent autre chose que c'est meilleur. Tout le monde en bénéficie. Tout le monde mange. Bien sûr. Ouais, non, mais je trouve aussi. Et puis, autant on n'a pas forcément envie ou besoin que tout le monde s'y mette au sans gluten. C'est bien aussi que la personne cœliaque puisse voir les repas se normaliser aussi et se sentir comme tout le monde. Comme tout le monde et de faire partie comme tout le monde et que tout le monde ne lui répète pas en permanence que c'est pas bon ce qu'elle mange. Voilà. C'est ça. Parce que ce genre de discours-là ne fait que perpétuer ce stigma qui ne nous est pas utile du tout. Et c'est difficile parce que comme vous ne trouvez pas de bons produits à manger, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de compétences, de disponibilité du produit. Parce que moi, j'ai temps, voilà. Mais moi, j'ai des clients qui sont riches et qui viennent tous les ans et qui viennent en dire et qui viennent acheter les fêtés dans ma boutique. C'est ça. Ils se déplacent que pour ça. Que pour ça. Donc, ce n'est pas un problème qui se résout avec de l'argent. Se résout avec un développement de la filière. Oui, complètement. Non, mais moi aussi, j'ai des clients à la chambre d'hôtes qui m'ont très clairement dit, moi, quand je veux me faire plaisir, j'ai la flemme de me faire un gâteau. Je vais venir passer un week-end chez toi ça va me faire une pause salutaire et c'est ça qui va me faire du bien. Parce que c'est à ça qui vient bien sûr que je peux me faire un gâteau, mais c'est pas ça qui est reposant pour moi. Moi, je veux... Mais c'est ça. C'est le même discours. Les gens, ils sont contents d'aller chez toi et de passer un week-end et de pas devoir réfléchir à ce qu'ils vont manger. De mettre la problématique de côté, ne serait-ce que pendant 3 jours. Ouais. Parce que comme ça, au moins, ils mangent comme ils viennent, on les fait manger, on ne les demande rien. Sans avoir à se justifier, sans avoir à expliquer rien. Voilà, c'est ça. On se comprend d'emblée et puis sentez-vous bien, reposez-vous. Ça, c'est génial. Parce que ça, c'est difficile pour les gens. Parce que n'importe où, il faut qu'ils demandent, et vous ne savez pas. Oui, et puis il ne faut pas se leurrer, on n'est pas toujours bien reçu. Je viens de voir un article dans Le Monde, et puis il y a des chefs cuisiniers, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus qui sont bien accueillants et de plus en plus ouverts à la chose, mais il y en a encore qui ne font que soupirer et râler à notre présence dans le resto, alors que c'est une industrie du service et on est un peu mal accueillis, disons gentiment. Oui, et que ça pourrait se résoudre sans trop de difficultés. Complètement. À partir du moment qu'on s'y connaît, on peut quand même faire une seule assiette, ça va. Enfin, oui, avec un minimum de compétences, on y arrive très bien. Ça se fait, on nettoie la paillasse, on peut... Donc effectivement, on bouscule les routines en cuisine, effectivement, on demande une petite attention supplémentaire, mais c'est pas la mer à boire non plus. Et puis il faut comprendre que le problème est beaucoup plus important pour nous qui vivons cette vie à tous les jours que pour eux qui doivent y faire face, ne serait-ce lors d'un seul repas. Donc, je vois, moi j'ai des clients qui sont haut de gamme, j'ai des clients chez les palaces, ils m'achètent des pains, mais je pense qu'encore, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment travailler sur la formation des gens de la filière, parce que sur le développement de la technique, parce que pour le haut de gamme, on trouve. Oui. Dans le haut de gamme, vous trouvez tout. Bien sûr. Moi, je vends des pains pour des hôtels qui m'achètent depuis que j'ai ouvert, pour les bateaux. Donc, ça, mais pour des restaurants étoilés, mais disons que les autres restaurants, pour l'instant, ils ne le font pas, je comprends, parce qu'éventuellement mes produits sont chers, mais ils pourraient trouver une solution convenable, mais qui pour l'instant ne sont pas prêts à le faire. Non, il y a un choix qui n'a pas encore été fait. C'est ça. Et donc les valeurs ne les ont pas amenés à croire à l'inclusion de cette population dans leur clientèle de manière générale. Ben voilà, et c'est surtout un problème d'inclusion. C'est le principe de la diversité. Maintenant, je pense que petit à petit, on travaille déjà sur les handicapés. J'espère qu'à un moment, on va inclure aussi
des autres problématiques, les problématiques alimentaires, mais que ça bouge pas très vite. C'est vrai que même moi, moi je suis en contact avec la France depuis 15 ans, et dans les 15 ans que je suis là, ça a bien bougé déjà. Donc j'ai grand espoir que ça va continuer, qu'on va atteindre un rythme de croisière à un moment, et puis on va se voir arriver à faire partie pleinement que tous les services nous soient disponibles. Mais c'est long. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long pour nous qui sommes aussi sortis de la France pour voir ce qui est possible ailleurs. Et en fait, c'est possible. On va en Italie, c'est en Argentine. En Argentine, si vous voyagez, n'importe où, vous avez des produits sans gluten. Bien sûr. Dans n'importe quelle station d'essence au milieu de nulle part. Voilà. Donc, en fait, vous trouvez, peut-être pas un sandwich, mais vous trouvez des barres de céréales, vous trouvez des petits gâteaux. Étiquetés, et puis tout. Étiquetés sans gluten. Donc, donc, nous avons un peu plus de mal à entendre les gens ici dire « Mais non, mais c'est pas possible. » Bien sûr que c'est possible, et c'est même en train de se faire partout, à bien des endroits. Mais voilà, petit à petit, on va y arriver. Et puis, je crois. Il y a... Et la bonne nouvelle pour nous, peut-être, c'est qu'il y a une grande place pour nous et pour nos activités aussi, pour la croissance. Et si on peut... si les gens sont intéressés à cette filière, mais qui viennent se former chez nous, chez toi, chez moi, et comme ça... on peut se soutenir aussi, nous qui travaillons tous les jours dans ce domaine. En tout cas, un grand merci de ton accueil aujourd'hui. On va sans doute aller passer à la vitrine. Mes enfants avaient déjà repéré ce qu'ils souhaitaient manger pour le dessert pour ce soir. Donc, on va passer une petite commande. Et en tout cas, j'invite tout le monde, les auditeurs qui passent à Antibes, de venir te passer un bonjour de ma part. Franchement... c'est un endroit top. Je vois des pains délicieux autour de moi, des pains multigrains, des pains au levain, des produits avec produits laitiers, des produits sans produits laitiers, des pâtisseries, en tout cas, tout le monde va pouvoir trouver son bonheur ici. Donc, Miski à Antibes. Veux-tu bien donner l'adresse et les heures d'ouverture? Oui, Miski, au 16 avenue de 24 août. Et sachez qu'à partir du 10 octobre, on va avoir un site de précommande en ligne. Ah, super! Oui, on a reçu les photos du photographe, donc il nous manque la semaine prochaine pour les poster sur le site. Et nous allons avoir des sites pour que les gens puissent précommander parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, ils passent en boutique seulement pour la récupération? Oui, on va avoir toujours un petit stock jeudi, vendredi, samedi, que c'est les jours que nous allons ouvrir. Pourquoi ces changements? Parce que nous allons commencer à faire des formations. D'accord. Et parce que nous allons proposer une offre d'événementiel. Super. Qu'on n'avait pas et que pour ça, il nous faut un petit peu de temps. Parce que sinon, un jour, on va déménager à une boutique plus grande, mais pour l'instant. Et donc, c'est pour ça qu'on a changé un petit peu, surtout l'hiver. Et nous allons avoir notre beau site de précommande à partir du 10 octobre. Ouais. Trop bien, trop bien. Et puis, il faudrait qu'on discute, Cécilia. Là, peut-être que tu peux passer à la chambre d'hôte et on fera un week-end de formation de boulangerie à tes mains. Enfin, voilà. C'est une bonne idée. Un petit séjour pour des gens qui souhaitent se pencher sur la chose et passer un week-end en formation avec toi. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas? Les sons mijotés. Bon, en tout cas, merci, un grand merci. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten? Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten? Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et les solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi.
D'ici un prochain épisode, portez-vous bien.